C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, comment adapter les curricula de formation à la digitalisation? La question au cœur d'une rencontre à Cotonou, le point de la cérémonie d'ouverture dans ce journal. Le projet d'assainissement pluvial de Cotonou entre progressivement dans sa phase active. Il fait déjà des heureux et désormais c'est Cotonou sous l'eau mais pas sous la pluie. À suivre les précisions. Et puis la CEDEAO fête son 48e anniversaire. En prélude à la célébration, le Sejong Godomé, lauréat du concours commémoratif Génie en herbe, a abrité une séance pour mieux faire connaître l'institution aux élèves. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Avec l'évolution des technologies, comment adapter les curricula de formation à la digitalisation? La question est au cœur d'une rencontre à Cotonou. Ce sont 2 jours de travaux avec pour objectif la digitalisation des métiers pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable en Afrique. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Ola Rodrigue Babaguito et Alexis Seguema. La salle rouge du Palais des Congrès aura compté en son sein divers acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle, mais aussi du numérique pour cette édition du CIDEF-PROM, la première du genre au Bénin. Objet de toutes les attentions ici, un thème d'actualité. Le thème de cette année, digitaliser les systèmes de FTP, l'enseignement technique et la formation professionnelle, pour une diversification économique en Afrique de l'Ouest, cas du Bénin, est une pertinence indéniable. Dans un monde moderne en constante évolution, où les avancées technologiques bouleversent nos sociétés et nos économies, il est essentiel d'adopter une approche résolument tournée vers le futur. Par ailleurs, le thème de ce salon s'inscrit également et pleinement dans le thème de l'année 2023 de l'Union africaine, à savoir accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ou ZLECAf. Le CIDEF-PROM veut participer à l'accélération des objectifs de l'agenda 2063 liés à la stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique et de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle de l'Union africaine. Au premier jour à ce salon, les participants ont droit à un partage d'expériences et de bonnes pratiques du Bénin en matière de digitalisation de l'EFTP. Nous avons mis en place des infrastructures technologiques solides, investi dans la formation des enseignants et des formateurs et encouragé les partenariats publics-privés pour soutenir l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies. D'importants investissements ont été consentis et se sont matérialisés par la construction des salles de classe numériques équipées d'ordinateurs. Il convient également de souligner le développement de certaines plateformes telles que la plateforme e-résultat.bj. L'objectif général du salon est de créer un écosystème pour permettre la transformation digitale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, celle des systèmes de développement de compétences et la digitalisation des métiers. Cette édition tenue au Bénin est la 2e après celle tenue au Niger en 2022. La faculté des sciences humaines et sociales s'ouvre au public à travers les journées portes ouvertes à l'université d'Abomey-Calavi. Elles sont organisées à l'occasion de la célébration en différé des 5 ans de parcours de cette faculté. Ernest Tetego et Ulvaeus Balogun étaient à la cérémonie d'ouverture. Une rencontre scientifique qui ouvre le bal de ces journées portes ouvertes. Thème central, les sciences humaines et sociales pour un enseignement adapté aux besoins du développement durable du Bénin et des nations. La FACH est, à la date d'aujourd'hui, riche d'une école doctorale pluridisciplinaire, de 2 instituts, de 10 départements, dont 3 à la FACH à Djara et 7 à la FACH Calavi et une quinzaine de laboratoires plus ou moins outillés pour la recherche-développement. Ce regard rétrospectif et prospectif
qu'exige cette rencontre doit également se souvenir des débuts de l'institution, de son cheminement, de ses continuels efforts d'adaptation, tant aux ressources disponibles qu'aux besoins de la société qui la porte et qui la sollicite. Avant 2016, une équipe de recherche qui soumettait un projet au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait à peine 7% de chance d'obtenir un financement. Aujourd'hui, ce taux est passé à 35% et atteindra les 40% à l'horizon 2026. Panel sur l'entrepreneuriat et visite de stand vont meubler ces assises de 48 heures. À terme, les actes des journées portes ouvertes seront disponibles pour les annales de la FACH. Accélération de la scolarisation des filles et amélioration des performances scolaires dans le Borgou. Au détour d'un atelier, les acteurs des enseignements primaires et secondaires réfléchissent au sujet. Le préfet, les maires des 8 communes du Borgou et les partenaires techniques et financiers participent aux travaux. Aziz Alagui pour les précisions. C'est une rencontre diagnostique à double objectif au profit du secteur de l'éducation dans le département. Beaucoup plus de filles à l'école en temps record et puis de meilleurs rendements scolaires dans le Borgou. Les acteurs à divers niveaux s'accordent sur le bien fondé de tels défis. Le présent atelier me paraît donc très important car non seulement il permettra d'identifier les facteurs qui affectent négativement et significativement la scolarisation et les résultats scolaires, mais aussi et surtout de travailler davantage en synergie pour la promotion de l'éducation dans notre département. L'éducation faisant partie des droits fondamentaux, je prends ici l'engagement que l'ADECOB jouera sa partition dans la mise en œuvre des recommandations qui découleront de ces assises. À l'aide des taux de fréquentation des écoles par les filles et les performances annuelles des établissements, les acteurs passent au scanner le cliché scolaire des communes. De cet exercice, des solutions appropriées en sortiront. Les défis sont de taille et des efforts restent à fournir pour améliorer les indicateurs et assurer un développement inclusif et durable avec la participation effective des filles et femmes, toutes choses nécessaires pour réaliser une meilleure performance de notre pays. Cette activité s'inscrit dans un processus que nous avons ensemble enclenché depuis 2016 en lien avec tous les acteurs de l'éducation et vise à faire de l'éducation des filles notre cheval de bataille. C'est le lieu de louer les efforts du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon pour la prise en compte de l'éducation des enfants au chapitre de ses priorités. Au vu des résultats bien satisfaisants du département au CEP et au BEPC 2022, les partenaires techniques et financiers annoncent redoubler d'ardeur pour une école plus performante dans le Borgou. Le chef de l'État l'avait assuré, on ne change pas une équipe qui gagne. Seulement depuis sa déclaration, le président de la République a déjà retouché son gouvernement par 2 fois, 3 départs et pas des moindres. Comment alors appréhender ces changements? Rachida Tibiomaman tente une réponse dans cette analyse. Depuis les législatives, Cotonou bruissait de rumeurs autour de l'imminence d'un remaniement ministériel. C'était normal, c'était attendu, rien de bien surprenant. Les vieux usages et la pratique politique l'avaient inscrit ainsi dans la mémoire collective. Au sortir d'une élection, il faut redistribuer les cartes, donner les bons points à ceux qui auraient mouillé le maillot, remercier les élèves médiocres. Sauf qu'avec Talon, la méthode n'est pas commune. Jamais, là où on l'attend, avec souvent une longueur d'avance sur les autres, il excelle dans l'art d'entretenir le suspense. Dès lors, comme des voraces, l'opinion autant que les médias étaient aux aguets, au point que la moindre occasion était propice pour s'en mettre plein la bouche. Interrogé, Patrice Talon finit par lâcher en présence du président nigérien Mohamed Bazoum. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique, pour moi, resteront en place parce qu'ils me donnent satisfaction.
Comme un coach sportif, le président rassura ainsi les siens, les titulaires. Tant que vous alliez efficacité, compétence, bonne gestion, courage et détermination, l'équipe tiendra, semblait dire le chef de l'État. Cependant, les choix tactiques ne changent-ils pas en fonction de l'évolution du match? Un bon joueur devenu improductif ou rebelle doit-il, contre vents et marées, maintenir sa place? À 3 ans de la fin de son dernier mandat, rester maître du jeu jusqu'au bout est pour Patrice Talon un défi de tous les instants. Et même lorsque, malgré une communication maîtrisée, un média annonce le limogeage de son ministre de la Justice, l'homme ne flanche pas. À l'heure où je vous parle, le ministre que l'homme est toujours garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour qui connaît Patrice Talon, cédé à la rumeur, fut-elle folle? Ah, que nenni. Pour qui connaît Patrice Talon, la prévisibilité politique, rien n'est moins sûr. Tout suit un ordre bien établi dont on découvre la rationalité et la pertinence seulement quand il a abattu toutes les cartes. Il tient à rester maître du jeu et pas question de se laisser distraire ni influencer, même si quelques jours plus tard, la rumeur s'est faite vérité. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Yvan Detchenou. Des proches et pas des moindres quittent ainsi le navire, d'autres confortés dans leur position. Dans la foulée, un autre qu'on croyait indéboulonnable parce que compagnon des premières heures, eh bien celui-ci serait tombé en disgrâce. Là encore, les médias jouent les troubles faits. Aucun acte officiel, mais ils savent et avancent qu'il est démis de ses fonctions. D'où qu'elles viennent, à moins d'être une stratégie politique, ces fuites d'informations révèlent une maldonne. Serait-ce des malaises d'une fin de régime? Le second et dernier quinquennat de Patrice Talon tire vers sa fin et les langues se délient. En bout de course, les désobéissances, les insoumissions, les frustrations et même les trahisons se révèlent. Patrice Talon va-t-il se représenter? Sauf cataclysme, la réponse est clairement non. Qui pour lui succéder? Difficile de le dire. La succession semble ouverte au regard des frémissements de candidatures suscitées dans son camp. Mais chercher à connaître à l'heure actuelle son dauphin, c'est quasiment mission impossible. Ses collaborateurs et alliés politiques n'en savent pas grand-chose que de conjectures. Ce qu'on sait néanmoins, c'est que jamais un président de la République béninoise n'aura autant été fidèle à ses collaborateurs. En 2 mandats, il aura remanié son gouvernement que très rarement. Jusqu'au bout, il aura maintenu les siens, qu'importe les péripéties. Sauf qu'en politique, il vient ce moment clé où la gestion du pouvoir impose des choix parfois douloureux et difficiles à saisir, en tout cas sur le vif. À l'analyse, Patrice Talon reste et demeure le commandant en chef, sauf à s'y tromper, aucun chantage fût-il d'un proche ne le fera plier et à bon nom tient à ce qu'on se le tienne pour dit. L'avenir nous enseignera au bout de l'épilogue tout le sens et la portée de la saignée des fidèles des premières heures. La ville de Cotonou, bientôt à l'abri des inondations. Ce vœu cher au président Patrice Talon entre progressivement dans sa phase active à travers l'accomplissement du projet d'assainissement pluvial de Cotonou qui fait déjà des heureux. Cotonou sous la pluie mais pas sous l'eau, c'est un sujet réalisé en collaboration avec Maxime Arotangi. Cotonou en temps de pluie. Le spectacle est simplement désolant pour les habitants de la capitale économique du Bénin. Pour lutter contre les inondations à Cotonou, le gouvernement du président Patrice Talon a lancé le projet d'assainissement pluvial de Cotonou. En quelques mois de travaux, les témoignages des populations sont éloquents. Nous sommes ici au quartier Setovi à Vedoko. Pendant les saisons pluvieuses, la vie n'est pas du tout facile pour nous les habitants. Comme le nom du quartier l'indique, Setovi, il y a l'eau qui nous dérange beaucoup. C'est une grande chance pour nous que l'État puisse penser à nous pour la réalisation de ces infrastructures. Quand les pluies arrivent, nous n'arrivons même pas à sortir.
On est inondé partout. L'eau même rentre dans les maisons. Pour tout habitant de Cotonou, le quartier Agla est synonyme de quartier difficile d'accès, même en temps de saison sèche. Mais avec le PAPC, Agla est progressivement assaini. Le petit château nous sommes côté misi do ami malo goto mi na dogbenu toga mi ton sisi Patrice Talon do e flin mi do petit château 2023 lo khomido sionsi bo mi mo kodo safin o fo azo ame mi mo do je kodo safin ko wanu mi be vivi nu mi. Voici le bassin X3 à Agla d'environ 2 km de périmètre. Ce bassin est alimenté par les collecteurs secondaires et primaires. C'est l'un des 7 bassins de rétention prévus pour être construits par le PAPC. À la fin des travaux, Cotonou disposera de 46 km de collecteurs primaires, 90 km de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rue. 49 km de voies sont en cours de pavage, aussi bien le long des ouvrages qu'au niveau des quartiers concernés par le projet. La première particularité du PAPC est qu'il se réalise dans le respect du plan directeur d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Quelqu'un qui réaliserait des projets de voirie ou des projets d'assainissement n'aura pas à se demander où est-ce qu'il va jeter les eaux. Il trouvera des exutoires à proximité, constitués de collecteurs primaires et des collecteurs secondaires que nous sommes en train de réaliser. C'est un projet qui prend en compte également, d'une certaine manière, la gestion des ordures. Donc il y a un certain nombre d'équipements qui sont prévus dans le cadre de la gestion des ordures pour que ces ordures ne se retrouvent pas dans les ouvrages qui sont réalisés. Au quartier Godomé, non loin du lac Nokoué, avec les travaux du projet d'assainissement pluvial de Cotonou, certaines habitations situées dans l'emprise du projet ont été démolies, mais avec dédommagement des propriétaires. Si vous voulez, ça fait 23 ans. Chaque année, cru, zone wafi. Bon, et wafi, on a nous sous un ton. Et on a 2 mètres, do avec ma dit, on croit que go. Xoxa ya blufi. Xoxa ya blu no kan. Xoxa ya to kan de rufi. On des projets kawa et wa bon kwekwe. Boda di konche fi lo e dan de ali bon fi. Blanc de 50 bon fi. Ils sont ba ko jere si. Na ko so ba si, ils sont ba ko jere bisi. On azo de ran fi lo, azo dagbeta we. Azo dagbeta bon vo gbedo gouvernement. Les réalisations du PAPC auront à coup sûr un impact sur l'économie de la ville. Après les travaux, je crois que la voie va bien passer. On aura assez de clientèle pour nos petites activités dans le quartier. Des flins petits châteaux, lobo, asoro yemo, balioro tintinweo, eo, nous ça do wado poropo. À terme, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de plusieurs quartiers de la capitale économique du Bénin. Après 3 années de réforme, les coopératives d'aménagement rural reprennent du service. Elles sont aujourd'hui dotées d'organes de gestion dignes du nom. Le ministre de tutelle a montré les signes d'une résurrection de ces coopératives. Les précisions avec William Tchouki. Elles étaient au cœur de la réussite des activités agricoles au Bénin. Un exemple type d'organisation à la base, gérée par la communauté elle-même. Créées au lendemain des indépendances, les coopératives d'aménagement rural ont fait de la filière palmier à huile l'une des plus florissantes de la sous-région. Mais quelques années après, cette étoile
va s'assombrir. Une longue traversée du désert, 2 décennies de crise avec d'énormes pertes économiques et surtout des pertes en vie humaine. D'abord, on a mis en place une commission nationale, interministérielle, qui est chargée d'appuyer le processus du déroulement de l'actualisation des registres des coopérateurs. La deuxième chose, c'est qu'on a aidé les familles à tenir des conseils de famille pour désigner les successeurs des coopérateurs originaux qui sont déjà décédés. Dans un troisième temps, on a organisé des audiences foraines dans les espaces où les juges des tribunaux concernés ont rendu pour chaque famille 3 importantes décisions. Autant de réformes courageuses pour faire renaître de ces cendres les coopératives d'aménagement rural. Nous avons au départ essayé de mettre à niveau ceux qui ont été désignés pour gérer la coopérative. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance. D'abord sur leur rôle, leurs obligations, leurs devoirs vis-à-vis des membres. Nous avons enfin facilité le renouvellement, le rajeunissement des plantations. Ceci en instituant au niveau de chacune des coopératives une pépinière et une mise à disposition de graines germées de palmiers pour que chacun entretienne sa pépinière et procède au renouvellement. La mise en application des nouvelles directives donne du souffle au quart aux coopératives d'aménagement rural avec des perspectives heureuses. Nous allons donc aussi accompagner les coopératives à l'accroissement des surfaces à planter et aussi décerner un prix spécial aux 3 meilleures coopératives qui auraient bien planté. Le régime de la rupture aura le mérite de sortir les coopératives de les crises agonisantes. Des actions fortes sont mises en œuvre, renouvellement des instances, actualisation des registres, 3 années de réforme et la filière palmier à huile rebondit dans les statistiques nationales. Du 22 au 28 mai 2023, c'est la semaine de la CEDEAO, semaine qui se tient en prélude au 48e anniversaire de l'organisation. Dans le cadre de cette célébration, une séance interactive a été organisée au CEGE1 Godomé, lauréat du concours commémoratif Génie en herbe. Occasion pour davantage faire connaître l'institution communautaire aux élèves. Jennifer Sativi et Oded Dossou. L'intégration, par exemple, en Europe, n'est pas basée sur les mêmes principes que l'intégration en Afrique. Ici, l'intégration est fondée sur les principes de solidarité. Les plus forts doivent aider les plus faibles. L'intégration régionale est le thème de cette séance interactive entre les élèves du CEG1 Godomé et la délégation de la CEDEAO. Pendant plus d'1 heure, le représentant résident et sa suite ont décortiqué les différents aspects liés au sujet face à un public fortement intéressé. Sur l'intégration régionale, j'ai appris qu'elle a une bonne structure qui pense au développement de l'Afrique, principalement de l'Afrique de l'Ouest. Même par des exemples terre à terre, ils ont pu nous montrer que dans nos familles déjà, le fait d'héberger des cousins, des tantes, participe déjà de l'intégration. Cette séance interactive entre dans le cadre des activités de la semaine de la CEDEAO. L'objectif est d'impacter la génération montante. Il y a une urgence et l'urgence c'est que les prochaines générations ne puissent pas être formatées dans cet égoïsme international. Maintenant tout le problème c'est entretenir cette flamme pour que nos enfants puissent comprendre que aussi leur devoir par rapport à leur propre nation, c'est aussi de les conduire vers l'intégration africaine et en particulier vers l'intégration de notre espace communautaire de l'Afrique de l'Ouest. La semaine de la CEDEAO se poursuit jusqu'au 28 mai, date de la célébration du 48e anniversaire de l'organisation.
Hors du Bénin au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, condamné pour viol, lance un nouveau défi au pouvoir. En France, Emmanuel Macron rend hommage aux 3 policiers tués par un chauffard. Pendant ce temps, la Suisse rend hommage à Tina Turner, Esther Amesiga et Ola Rodrigue Babaguito. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024 et menacé d'inéligibilité, lance un nouveau défi à risque au pouvoir. Il annonce son prochain retour à Dakar à la tête d'un convoi populaire à travers le pays. Le combat final, ça se passera où? Ça se passera à Dakar. Stratégie BINUDEF, ça nous a permis de déjouer leur plan. Ça nous a permis de gagner du temps et ça nous a permis de remobiliser les troupes un peu partout au Sénégal. Ce n'est pas en restant ici qu'on pourra terminer le combat définitivement. Emmanuel Macron rend hommage à Roubaix aux 3 policiers tués par un chauffard dimanche en intervention dans une collision avec un véhicule roulant à contresens. Le chef de l'État remet aux 3 policiers les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. À la vue de vos 3 cercueils, n'existe que la sidération devant l'injustice et l'absurde. Demeure la douleur et le respect profond. Hommage à tous ceux qui risquent leur vie et parfois la perdent pour en sauver tant d'autres, pour prendre soin des autres et leur venir en aide. Le ministre iranien de la Défense, Mohammad Reza Ashtiani, annonce qu'un nouveau missile balistique d'une portée de 2000 km et capable de transporter des ogives de plus d'1 tonne a été dévoilé dans le cadre des mesures visant à apporter un soutien total au pays qui lutte contre le système de domination. En Suisse, des habitants déposent des fleurs et allument des bougies devant la résidence de la légende du rock Tina Turner, décédée mercredi à l'âge de 83 ans. Tina Turner s'était installée en Suisse en 1995 avec son partenaire allemand de longue date, Erin Bach, âgé de 67 ans. Je pense qu'elle était une reine parce qu'elle était totalement impliquée dans sa musique, son corps, sa voix. Elle était très forte. Je pense donc qu'elle était formidable dans ce qu'elle faisait. Et le personnage et son histoire, l'histoire de sa vie et les changements qu'elle a opérés, oui, c'était une femme extraordinaire. Je veux dire que je suis très heureuse pour elle qu'on lui ait rendu hommage. Je pense que c'était trop tard. Je pense qu'elle a été ignorée pendant longtemps. J'ai été très heureuse pour elle et je pense qu'elle est probablement l'une des artistes les plus remarquables des années 80 et 90, c'est certain. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.